ce webinaire sur l'IoT au service du Smart Building et de la Smart City, qui sont deux composantes aujourd'hui génératrices de problématiques et dont auxquelles l'IoT peut clairement répondre. Je vous propose rapidement que l'on aborde l'agenda suivant, le Smart Building et la Smart City, les contextes, les enjeux, les aspects plus spécifiques. Après, on va s'attarder sur qu'est-ce que le Smart Building, qu'est-ce que la Smart City. L'intérêt d'interconnecter ces deux composantes, la ville et le bâtiment, et puis comment on répond, comment on peut apporter de la valeur l'un envers l'autre. Et puis après, là on fera un peu de promotion interne, pourquoi nous on se positionne sur ces cas d'usage-là. Rapidement, le Smart Building et la Smart City, contexte enjeu, aujourd'hui on se rend compte quand même que 72%, donc pratiquement les 3/4 de la population européenne, sont concentrés dans les villes. Même si on commence à sentir les villes se déployer, s'étendre un peu plus vers le monde un peu plus rural, et du coup les villes concentrent aussi 70% des consommations d'énergie, qui est aussi lié à l'environnement tertiaire professionnel. La majorité, donc tout cela, ça génère quand même un certain nombre d'informations, et on le voit aussi, les infrastructures font que en milieu urbain, on a accès à un nombre de réseaux, et donc on génère beaucoup de données dans le milieu urbain. Et puis après, du coup, avec l'IoT et le Big Data, on a quand même la possibilité de créer pas mal de services et de valeurs, à la fois pour optimiser la partie consommation d'énergie, améliorer la qualité de l'air. On a de l'information maintenant tous sur nos smartphones de l'indice de pollution, le taux de pollution dans l'air. On peut aussi avoir de l'information, collecter de l'information sur tout ce qui est environnemental, donc le climat, le changement du climat, essayer de prédire, on essaye de prédire ou de réduire les dangers des catastrophes naturelles. On peut agir sur l'aspect mobilité, déplacement, transport, et puis sécurité, criminalité. Aujourd'hui, on entendait tous parler des caméras de vidéosurveillance dans les villes. C'est un des enjeux de la Smart City aujourd'hui. Rapidement, maintenant, qu'est-ce que le Smart Building ? Le Smart Building, c'est le bâtiment de demain, voire même déjà le bâtiment d'aujourd'hui, dont l'intelligence permet de répondre à un certain nombre d'enjeux à la fois énergétiques, environnementaux, économiques, et puis qui pourra offrir aussi une large palette de services à ses usagers. Aujourd'hui, on a dans un bâtiment, on retrouve un certain nombre de composantes, le contrôle d'accès, la gestion des éclairages, surtout dans le tertiaire, la gestion de la température, de l'hygrométrie, ce qu'on appelle l'HVAC, le chauffage, ventilation, climatisation. Alors HVAC c'est le terme anglais, le terme français c'est le CVC. On peut, en termes d'imotique, optimiser ces éléments-là et puis aussi suivre les énergies. Aujourd'hui, avec l'essor de l'IoT et des technologies, on peut générer aussi du service complémentaire, du service à valeur, à la fois sur, par exemple, la disponibilité des places de parking. Ça pourrait être un exemple pour les usagers de connaître le taux de disponibilité des parkings des bureaux, et puis voire même être guidé vers les places disponibles. Après, on a aussi toute la partie information sur l'énergie pour connaître le niveau de production, par exemple s'il y a du photovoltaïque, et puis le rapport consommation-production. C'est quand même quelque chose qui est important, savoir si on revend de l'énergie ou si on en achète encore en plus. En gros, un Smart Building, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est un bâtiment, il est connecté sur lui-même. Aujourd'hui, c'est
c'est des solutions clairement connues, les GTB, les GTC, gestion technique des bâtiments, gestion technique centralisée, mais aussi vers l'extérieur, et là, c'est là qu'intervient la Smart City. C'est un bâtiment à énergie contrôlée, et puis c'est aussi un bâtiment qui peut être pilotable à distance, parce que la GTB fait à la fois du contrôle et de la commande, tout comme la GTC. Voire même maintenant, certains exploitants, grands exploitants tertiaires ont leur propre service à côté, tâches internes, et permettent de faire des maintenances à distance et des actions et de gérer leurs astreintes. Maintenant, un peu plus, rentrons dans l'aspect, la deuxième composante, la Smart City. Et là, je vais reprendre une définition de la CNIL. Alors, en plus, ça tombe bien parce que c'est sur les données, donc c'est quand même une composante très informatique aussi et numérique. La Smart City, c'est la ville intelligente avec un nouveau concept de développement urbain. Il s'agit d'améliorer la qualité de vie des citoyens en rendant la ville plus adaptative et efficace à l'aide de nouvelles technologies qui s'appuient sur un écosystème d'objets connectés et de services. Donc là, on comprend bien que à travers la notion de Smart City, on utilise l'outil digital. On est une société du digital, d'Igora. Les objets communicants, c'est l'intérêt de l'IoT, c'est toute la partie IoT. Et puis tout cela pour améliorer le bon fonctionnement des villes et puis apporter du service aux usagers, aux citoyens et aux citadins. Pour cela, la Smart City, on y découpe deux tissus, deux niveaux. Un premier niveau de service urbain, comme on retrouve par exemple les espaces verts, l'énergie, la partie déchets, la gestion de l'eau, la gestion des bâtiments publics. Et après, on retrouve le tissu social. Donc là, ce sont les acteurs. C'est vous, c'est moi, ce sont les citoyens, c'est les acteurs économiques. On parlait tout à l'heure des exploitants, par exemple. Ce sont les exploitants, les services de santé, l'école, l'éducation, pour amener les sensibilisations aux économies d'énergie, par exemple. Et après, on retrouve le tissu, on va dire, la partie digitale avec les systèmes d'information. Et comme on disait tout à l'heure, finalement, dans le volet digital, il y a deux strates. Une première strate avec le matériel, les objets communicants, et puis une deuxième strate avec des solutions, des plateformes, des environnements. Là, c'est l'outil digital. Donc, on voit comment on peut acquérir les données, capter les données, donc à travers des capteurs, des actionneurs, les mobiles. On l'entend tous avec Google, Apple et autres, les GAFA qui acquièrent nos données et qui peuvent les exploiter. Et puis après, ce qu'on peut en faire de ces données, donc les réseaux sociaux, c'est une source et c'est aussi une exploitation. Il y a la Smart Grid. La Smart Grid, finalement, on va prendre un exemple simple. C'est ERDF, le réseau de distribution, qui pose un peu chez tous les usagers les compteurs Linky, qui sont des compteurs communicants. Et en fait, ce sont des outils de Smart Grid, parce que la Smart Grid, en fait, c'est la possibilité de gérer, à travers des moyens de communication, les consommations d'énergie et de générer de la valeur et du service. Le Smart Metering, donc là, c'est plus tout ce qui est monitoring, acquisition de données, suivi. Alors, on a appelé la Smart Transportation, donc c'est la mobilité, la mobilité au service des citoyens. C'est comment on peut optimiser les services de transport et de mobilité. Et puis, il y a la notion de Big Data aussi qui est bien très importante pour pouvoir améliorer tous les systèmes et les services, surtout. Maintenant, voir l'interconnexion entre le bâtiment et la ville, parce que c'est quand même quelque chose de deux composantes étroitement liées. L'idée aujourd'hui et le nouvel enjeu maintenant, c'est de savoir comment les bâtiments connectés peuvent apporter de la valeur aux collectivités et comment les services de la ville peuvent créer de la valeur pour les usagers des bâtiments connectés.
il y a différents moyens et on va rentrer un peu plus dans le détail de chacune de ces problématiques. Est-ce que pour le moment, c'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les saisir dans le chat, hein, on reviendra dessus juste après. Donc maintenant, aujourd'hui, un des enjeux, et c'est aussi l'intérêt de la SBA. Alors la SBA, qu'est-ce que c'est? C'est la Smart Building Alliance, maintenant qui a même poussé son nom pour devenir la Smart Building Alliance for Smart City. Au moins tout est dit là-dedans. Et leur réflexion, c'était de se dire, comment est-ce qu'on peut... on a des bâtiments connectés, il y a des systèmes d'information qui sont dedans, et comment on peut générer donc le service à la ville. Pour eux, un bâtiment Smart Building, on repose sur 3 caractéristiques importantes, qui sont la flexibilité. La flexibilité, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour un bâtiment de varier en fonction des usages. Prenons un exemple simple, on a tous des salles de réunion, des choses comme ça, dans les grands bâtiments, qui ne sont pas forcément toujours exploités à 100% de leur capacité. Il y a des salles de réunion, des auditoriums qui sont disponibles. Pourquoi est-ce que l'idée ce serait de se dire, mais pourquoi est-ce que on ne mettrait pas cet espace à disposition, donc soit d'associations, de clubs, Alors, un auditorium c'est facile, hein, souvent il y a un vidéoprojecteur, c'est une salle, ça limite un cinéma, une petite salle de cinéma, un ciné-club du coup, lorsque les bâtiments ne sont pas forcément utilisés. Et du coup, à travers ça, on va pouvoir régénérer, améliorer la rentabilité aussi du bâtiment, parce qu'on est quand même là aussi, malgré tout, même si on offre un service, rentabiliser nos bâtiments. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est l'interopérabilité. On le voyait tout à l'heure, il y a dans un bâtiment un smart building, on traite à la fois donc de chauffage, ventilation, d'éclairage, de sécurité incendie, de contrôle d'accès. Et chacun de ces métiers a son propre système, ses propres protocoles d'échange, puisque maintenant on y repose beaucoup quand même malgré tout sur des technologies, on va dire, digitales, numériques, avec des câblages IP, etc. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on peut mutualiser et rendre tous ces systèmes interopérables afin d'améliorer et de garantir une qualité de service à l'ensemble des silos et surtout des usagers. Et puis le troisième volet, c'est la notion de partage. On va repartir sur on va revenir sur l'auditorium où il y a un autre aspect qu'on connaît à peu près tous. Même, il y en a même qui ont des contraintes légales maintenant sur les nouveaux bâtiments, c'est les parkings. Quand on fait un bâtiment, souvent on crée des parkings souterrains qui sont utilisés en journée, mais le soir et la nuit ne sont pas utilisés. Pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas en fait l'accès à ces parkings pour que du coup les habitants du quartier aient la possibilité de se stationner. Du coup, on va générer moins de stress dans les villes. On va générer également moins de pollution parce que le véhicule sera assuré de trouver sa place, donc il ne tournera plus. Parce que finalement, regarde, il y avait une étude qui disait qu'à Paris, plus de 50% des véhicules en circulation sont à la recherche d'une place de parking. Et donc, finalement, et du coup, créer de l'embouteillage. On amène la notion d'embouteillage un peu plus poussée, exacerbée. Donc, quelque chose d'assez important. Donc, ça peut être un vecteur. Il y a l'autre volet aussi, c'est les garages à vélo. Aujourd'hui, il y a une contrainte légale, c'est que quand on fait construire un bâtiment, je ne sais pas si vous êtes des promoteurs, si vous êtes dans la gestion de bâtiments, dans la promotion ou la construction, mais on doit produire un certain pourcentage de la surface de construction en équivalent garage à vélo. Sauf que les usagers des entreprises, surtout dans le tertiaire,
ne viennent pas forcément à vélo. Du coup, c'est de la place perdue. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ces garages à vélo et du coup, on arrive sur un système de partage on amène de la flexibilité également à notre bâtiment. Voilà un peu comment on réfléchit un peu la smart building, l'association professionnelle de la smart building, et un point de vue que je partage particulièrement aussi. L'autre volet aussi, c'est en fait, l'impact, c'est surtout de comprendre les habitudes des usagers. Je me positionne plus pour l'aspect collectivité. C'est de comprendre les habitudes des usagers afin d'adapter les services. Tout à l'heure, on parlait de mobilité, de loisirs, d'énergie, de déchets. Voilà, on le sait que dans un quartier d'affaires, les heures de pointe il y a beaucoup de transports. Il faut mettre les transports, adapter les transports à ces moments-là. Par contre, en termes d'énergie, qui n'est jamais allé à la Défense en pleine nuit et n'a pas vu les lampadaires et tout ça allumés, et finalement à des endroits où il n'y a que des bureaux, et finalement sur l'aspect énergétique pour la ville, c'est vrai de se dire effectivement nos bâtiments sont en veille puisque inutilisés, il n'y a plus vraiment d'usagers à partir de 22h30. Puisqu'à partir de 22h30 il n'y a plus besoin, on pourrait réduire l'intensité lumineuse de nos éclairages urbains, par exemple, pour gagner en optimiser les consommations. Et se rendre compte qu'à partir de 6h du matin, ça y est, ça recommence à fourmiller l'usage dans les bâtiments. À partir de 5h30, on remet une intensité lumineuse à pleine puissance. Enfin, ça, c'est le genre de service bien économique pour la ville. On fait des gains au niveau économique parce qu'on consomme moins d'énergie. Et également sur l'aspect maintenance, parce que potentiellement, les éclairages, les équipements, ils ont un fonctionnement un peu moindre. Donc, on gagne sur les contrats de maintenance. Voilà, ça c'est un cas d'usage, un exemple. Après, il y a l'aspect loisir. On pourrait très bien dire des bâtiments qui génèrent, puisque pareil, la réglementation énergétique a évolué. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, quand on avait des cellules photovoltaïques sur nos maisons ou sur des bâtiments, l'énergie était revendue directement aux fournisseurs d'énergie. La plupart du temps, c'était EDF qui devait nous racheter cette énergie. Il y a eu des soucis, ça a failli mettre l'industrie photovoltaïque à terre. Du coup, il y a une nouvelle réglementation et finalement, aujourd'hui, on a aussi la possibilité d'autoconsommer. C'est-à-dire que l'énergie qu'on produit, on la consomme. Si on a du surplus, on peut la faire stocker dans des espaces de stockage, par exemple, au niveau des quartiers, ou la faire réutiliser par d'autres bâtiments. Je pense aux collectivités, par exemple, qui ont certaines surfaces de bâtiments, on va dire, admettons, moi je connais des bâtiments qui sont fortement consommateurs d'énergie, c'est les patinoires. C'est extrêmement, parce qu'il faut produire de la glace, il faut maintenir en température modérée pour les utilisateurs et pour maintenir la glace. Et du coup, déjà on pourrait mettre des cellules photovoltaïques, on produit, on est capable de mesurer cette production, reconsommer, et si on associe avec une bibliothèque qui aurait une grande surface également, produire le delta manquant par exemple sur la patinoire et la réexploiter depuis le surplus de la bibliothèque. Ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui possible grâce à la nouvelle réglementation énergétique. Et finalement, c'est quelque chose qui au niveau je ne sais pas si au niveau des collectivités, c'est toujours bien pris en compte et il y a quand même les technologies sont là pour le faire. Et aujourd'hui, c'est quantifiable, mesurable, et on peut se projeter dans les consommations, on peut se projeter sur ces notions de consommation. Voilà un petit peu ces aspects-là. Ensuite, c'est maintenant comment on peut faire rentrer
cette notion de smart building et de smart city pour générer de la valeur au smart building, aux bâtiments intelligents, aux bâtiments connectés. On disait tout à l'heure, ça repose sur des technologies de l'information. Les deux reposent sur des technologies de l'information. Accès à distance, un bâtiment, on peut y avoir un accès à distance. Et l'idée, c'est de voir comment on peut apporter de l'information de la ville aux usagers des bâtiments. Les informations, ça peuvent être par exemple des informations sur les services de mobilité ou l'actualité dans les quartiers, dans la ville, pour essayer de dynamiser ces quartiers et ces villes. Je vais revenir sur l'aspect service mobilité. Nous, chez Digora, par exemple, nos agences sont plutôt localisées près des services de transport. Et notre siège, en l'occurrence notre siège, est le long d'une ligne de bus à haute fréquence qui nous amène directement à la gare. Moi, en tant que salarié et qui me déplace aussi pas mal, ce que je pourrais aimer voir si on avait le bâtiment totalement connecté avec par exemple des télécommandes virtuelles, ce serait sur ma télécommande virtuelle lors du prochain passage du bus qui m'amènera à la gare, sachant que j'ai par exemple 20 minutes pour aller à la gare, et du coup optimiser limite même avoir son taux de remplissage de ce bus pour pouvoir optimiser mon déplacement et aller à la gare et ainsi gagner en productivité puisque je ne partirai qu'au moment où j'en aurai besoin plutôt que de me dire oula, j'ai mon train à 17h, il me faut 20 minutes donc à 16h30 dernier carafe faut que je sois parti. Pour être sûr, je prépare mes affaires, je range mes affaires à 16h, 16h10, vous voyez, et gagner du coup, les sociétés gagneront aussi en productivité. Comment on peut le faire? À travers différents moyens. Il y a quelque chose qui arrive maintenant et qui est plutôt en forte voie de développement dans les collectivités, c'est l'open data. Où c'est en fait, qu'est-ce que c'est l'open data? C'est la mise à disposition d'un certain nombre de données au service des usagers et des plateformes numériques pour apporter justement du service. Ce peuvent être aussi des chatbots, par exemple, où on interrogerait la ville sur quelles sont les nouveautés du quartier. Le chatbot qui pourrait être intégré directement, par exemple, au service de GTB. C'est important, on parlait de Smart Building, il faut quand même qu'il y ait un lien, c'est que ce chatbot puisse être intégré au service de GTB et que moi je sois connecté à ce système-là uniquement et j'ai toutes les informations de la ville. Voilà, donc pour résumer rapidement cette notion, le Smart Building, on a vu, c'est une plateforme de service. Le Smart Building pour la ville, c'est une plateforme de service pour la ville, mais c'est aussi une plateforme de service pour lui-même et pour ses usagers. Et donc l'intérêt, c'est que ce bâtiment, c'est une brique constitutive de la Smart City. On a vu l'exemple du parking, on a vu l'exemple également des services de mobilité, et on peut amener justement du service aux usagers quand ils sont sur leur lieu de travail ou d'habitation. C'est un peu plus compliqué quand même au niveau de l'habitation, et garder la continuité de service sur leur lieu, dans leur déplacement, dans leur mobilité, quand ils sont dans la ville. Voilà. Maintenant, la dernière slide, là on va plus parler de Digora, je suis désolé, il faut quand même qu'on en parle. C'est comment on se positionne sur ces deux problématiques et pourquoi nous on s'intéresse à ces problématiques-là aussi. Comme on l'a vu, ça repose quand même sur des systèmes numériques, le smart building, la smart city. Qui dit système numérique dit base de données. On a plus de 20 ans d'expérience dans les bases de données et systèmes d'information, donc là on a toute légitimité. On a également des compétences au sein de notre pôle innovation en smart building et des connaissances aussi sur les systèmes connectés du bâtiment. Personnellement, j'ai passé quelques années chez des intégrateurs de GTB, de GTC, donc effectivement, je connais un peu
ces systèmes-là. Et puis surtout, c'est qu'on a aussi des compétences sur l'acquisition des données des systèmes d'information métier. On parle de système d'information métier parce que on est capable de se connecter au superviseur, par exemple. C'est aussi très au niveau industriel, on le fait aussi. Nous sommes en mesure de nous connecter à un superviseur industriel, par exemple, structurer, traiter, corréler les données et les restituer à d'autres applicatifs métiers, disons la GMAO, la gestion de maintenance assistée par ordinateur, mettre les indicateurs à leur disposition pour pouvoir créer de la valeur pour la société. Donc c'est aussi cette compétence-là, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident et maîtrisé sur toute la chaîne de valeur. Donc voilà, c'est aussi pour ça que nous, chez Digora, on se positionne sur ces métiers-là. Voilà, rapidement, est-ce que vous avez des questions? Alors, merci Sébastien, je vois qu'il y a une question. Oui. Vous pouvez la dire même. C'est juste pour avoir sur le slide 5 la définition, enfin la différence que vous mettez entre centre de données et big data. Alors, centre de données, ouais, je comprends. Le centre de données, c'est plus la localisation, on va dire, c'est le data center. Et le big data, c'est plus l'application de traitement de la donnée. Ok. Voilà. On vous mettra aussi à disposition un lien vers un MOOC qui a été conçu par justement la Smart Building Alliance et le CNAM autour de ces problématiques-là également, parce que pour avoir, comme je vous le disais, j'ai passé quelques années dans le milieu du Smart Building. Les travaux de la Smart Building Alliance sont souvent assez intéressants là-dessus, sur toutes ces problématiques-là et sur tous les enjeux de qu'est-ce qu'on peut en faire demain. Voilà, vous avez mes coordonnées sur la slide donc actuelle. N'hésitez pas si vous avez des questions, même ultérieurement, à me recontacter ou à nous contacter via le site de Digora. On y répondra bien volontiers pour avancer avec vous éventuellement sur des sujets ou des problématiques et même des questions. Merci à vous. Une bonne fin de journée.